Bonsoir à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de NCI Reportage. Au sommaire de cette émission, le témoignage glaçant de femmes victimes de viol. Ce soir, elles brisent l'omerta sur les violences qu'elles ont vécues, leur histoire à suivre. Et puis ils ont entre 18 et 35 ans. Ils veulent transformer leur vie, être de meilleures versions d'eux-mêmes. Ils ont suivi la formation au service civique. C'est une première en Côte d'Ivoire. Que vaut-elle? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Pierre. Bonsoir Mélina. Ce soir, on s'intéresse à un fléau qui gangrène notre société et qui est encore trop tabou, portant de nombreuses femmes, enfants, parfois même des hommes, en souffrent dans le pays et en silence. Et oui, le viol, ce tueur silencieux, puisque la plupart des victimes se murent dans un silence de peur de ne pas être crues ou par crainte tout simplement de la honte. En 2020, on recensait 822 cas de viol en Côte d'Ivoire, un chiffre qui est bien en deçà des réalités selon les experts. Et ce soir, des femmes brisent le silence sur les violences qu'elles ont vécues. C'est une première, leur témoignage dans ce document inédit de la rédaction. Elles ont choisi de rester anonymes pour nous raconter l'horreur qu'elles ont vécue. Estelle est un prénom d'emprunt. Avant de rencontrer son agresseur, elle était une jeune étudiante, pleine de vie, sociable et travailleuse. Sa vie bascule en 2019, lorsqu'elle rend visite à un homme qu'elle considérait comme son ami, avant qu'il ne devienne son bourreau, un soir de Ramadan. Il m'a dit, déshabille-toi. Là, j'ai rigolé parce que je me dis, c'est pas possible, on est amis, déshabille-toi. J'ai rigolé, j'ai dit, non, à quoi tu joues là? Je sais pas pourquoi tu fais ça et tout. Parce qu'il m'a coincé au milieu, il y avait le lit qui m'a coincé dans l'espace, comme ça je ne peux pas sortir. Et j'ai dit, non, je ne me déshabille pas. Il m'a dit, tu veux que je te tape? Et là, son regard a changé, il était devenu froid un peu. Il me regardait méchamment. J'ai dit non, je ne me déshabille pas, je n'ai pas envie. Et là, il m'a tapé au visage, j'ai tombé. Et il a commencé à me retirer les vêtements là. Lui qui n'arrivait pas parce que les vêtements que j'avais mis c'était un peu compliqué à enlever. Et tout. Il m'a dit enlève, sinon je vais te taper encore. Ne me provoque pas, tu sais que je suis capable de ça. Et j'ai demandé, mais tu veux faire quoi? Tu veux me violer? Je ne comprends pas. Pourtant, c'est ce qui va se produire. Malgré ses efforts pour se libérer, Estelle va être forcée d'avoir des rapports sexuels. Je croisais les gens plus fort comme je pouvais, je ne pouvais pas. Je luttais, mais je ne pouvais pas. Physiquement, je ne pouvais pas continuer. Il m'a dit physiquement, tu ne peux pas. Tu peux rien qu'on n'essaie même pas de te débattre parce que tu sais qu'entre nous deux, il n'y a pas match en fait. Et là, il m'a tapé encore sur le visage, il m'a fait coucher sur le lit. Et il a commencé. Et là, il m'a attrapé la bouche et il était sur moi. Là, au début, je le regardais dans les yeux, mais je ne réalisais pas ce qui arrivait, je ne comprenais pas. Pourquoi? Et après, je me suis laissée, je regardais seulement le plafond, je ne me débattais plus. C'est comme si je n'étais pas là. Comme si c'était juste l'enveloppe que j'ai. Je ne sais pas, mais je n'étais pas là. Il a fait ce qu'il voulait. Et quand il a fini, il allait prendre son bain. En état de choc, mortifiée, terrorisée, elle tente de se rhabiller et trouver le moyen de fuir. Mais son calvaire
ne fait que commencer. J'ai pris mon sac et les chaussures, je voulais sortir, il m'a dit tu vas où? Je tremblais, j'arrivais même pas à marcher sur les jambes. Il m'a dit non, c'est maintenant qu'on a commencé, c'est pas fini. C'est maintenant qu'on commence. J'ai demandé pardon, j'ai pleuré, je l'ai supplié et il m'a repris encore, il m'a jeté sur le lit là. On a commencé. Cette fois-ci c'était encore plus violent. Estelle a été violée plus d'une fois cette nuit, jusqu'à l'épuisement de son agresseur. Dans un moment d'inattention, elle parvient finalement à s'échapper. J'étais toute nue, je tremblais. J'avais une jupe là, que j'ai mise pour couvrir les seins. Je me suis levée tranquillement. Je marchais doucement. Il m'a dit tu vas où? Il m'a bloqué le passage. J'ai dit non, je vais prendre un bain parce que je suis sale. Il a regardé, il a réfléchi un peu, il m'a dit ok, vas-y. Il m'a laissé passer. J'ai fait comme si j'allais dans les toilettes là et j'ai vu sur la porte qu'il y avait les clés dessus. Et là j'ai vu qu'il avait un petit moment d'inattention. J'ai profité, j'ai ouvert rapidement et je suis sortie. Après cette nuit, elle ne sera plus jamais la jeune fille insouciante de la veille. Elle a dû se reconstruire, difficilement, dans une société où on culpabilise les femmes victimes de viol. Quand ça arrive, on ne demande pas à la personne, à l'homme, pourquoi tu as fait ça? Non, on demande à la fille, mais la première question qu'on pose, tu t'es habillée comment? Il était à quelle heure? Tu étais où? Tu étais seule? Tu allais lui rendre visite? Mais toi aussi, quand il a commencé là, pourquoi tu n'as pas dit non? Pourquoi tu n'as pas fui? Mais tu pouvais fuir. Si tu es resté, c'est parce que tu as aimé. Donc maintenant, ne viens pas emmerder les gens et tout. C'était moi en fait, la fautive. Je n'étais pas victime, c'est moi que tout le monde insultait, c'est moi que tout le monde voyait en mal. Donc j'ai dit c'est mieux de garder la chose pour moi. Aujourd'hui âgée de 25 ans, Estelle a rencontré un homme qui lui redonne confiance en elle. Mais ses cicatrices restent ancrées. Comme d'autres femmes, elle n'a pu obtenir justice suite à un accord à l'amiable. Une pratique courante en Côte d'Ivoire et qui participe à la culture du viol. Il est 6h18. Le jour se lève à Abidjan. Le viol est un acte grave, punissable par la loi. Pour montrer à quel point ce crime peut détruire une vie, une famille, nous allons à une centaine de kilomètres d'Abidjan pour rencontrer Sarah. À l'époque, elle avait 14 ans lorsqu'elle a été violée par 3 garçons dans une famille où elle travaillait comme nounou. Suite à cela, elle est tombée enceinte, puis forcée à avorter. Vous allez voir à quel point la vie de cette jeune fille mineure a pris un tournant décisif à ce moment. Gadouan, à 300 km d'Abidjan. La pluie nous accueille à l'entrée de ce village du centre-ouest ivoirien, situé dans le département de Daloa. C'est ici que vit Sarah, depuis qu'elle a quitté Abidjan, il y a moins d'1 an. À l'abri des regards, elle nous raconte son histoire. Comme Estelle, elle aussi connaissait ce qui allait bouleverser sa vie à jamais. Tout commence un après-midi, lorsque l'aîné de cette famille lui fait des avances. Des avances qu'elle refuse, avant qu'elle ne soit intimidée. Ça m'a quand il m'a appelé parce que c'est parti. Quand il est arrivé, on m'a dit de me coucher, je dis je ne veux pas.
Et ici, il va avec quelque chose. Et ici, le fait que j'ai dit ça à sa maman, il dit ça ne m'a pas écouté. Si ça pouvait dire ça à sa maman va écouter. Donc quand elle voulait sortir, puis il a mis dans mon pied, puis il est tombé. C'est ça la famille Porta. Elle a commencé à me violer. Est-ce que tu avais déjà connu des garçons avant Non. que ça se passe? Mm. C'était ta première fois. Mm. Et qu'est-ce qu'il te disait pendant que ça se passait? Est-ce que tu essayais de te débattre? Ou tu as eu peur peut-être? Tu as eu peur de quoi à ce moment-là? Il dit qu'il fait quelque chose. Il me semblait que c'était pas le seul dans cette maison à t'avoir fait du mal. Mm. Il y avait aussi ses frères. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé aussi avec eux? J'étais partie me laver. J'étais partie de m'habiller, j'étais dans la chambre. On m'a appelé de venir servir. Quand il était arrivé, ça m'a tiré. Quand il est tombé, les deux là m'ont violée. Violée par 3 garçons, alors qu'elle n'avait connu aucun homme auparavant. Un traumatisme pour cette jeune fille mineure. Après ces 3 viols, c'est confus qu'elle constate un retard de règles les semaines suivantes. Je vois plus mes règles. Et puis, il a train de pleurer. Puis, Paz m'a demandé tu as quoi. J'ai dit, il va plus mes règles. Ça, elle est sortie par là acheter les médicaments pour m'envoyer des boys avoir mes règles. Quand il y a plus de médicaments, il a voulu à me redresser. Tout mon bas me fait mal. Malade, en raison des médicaments qui lui ont été administrés, la mère des 3 garçons la questionne sur son état de santé et lui demande le pire, après avoir appris les circonstances de la grossesse. Il m'a appelé dans la maison, il m'a demandé. Il a expliqué tout ce qui s'est passé. Il m'a dit c'est faux. Que c'est moi qui ai violé son fils, qu'elle a appelé son fils pour lui demander son fils, dit c'est faux, qu'il m'a dragué et puis il a accepté. Là, sa maman dit, si on me demande, il dit c'est son fils que moi, il a violé son fils, ses enfants. On est parti chez sa soeur m'a demandé, et lui a dit c'est moi-même qui ai violé ses enfants. Violée, engrossée, malade, contrainte à mentir, forcée à avorter. Une quintuple peine pour Sarah, d'autant plus que la méthode de sa patronne pour empêcher la grossesse d'aboutir était d'une rare violence. On a acheté les médicaments qu'on va préparer. J'ai fini de boire les médicaments, me coucher, puis elle m'a acheté mon voile. Tu peux nous expliquer comment ça se présentait? J'ai fini de... Quand elle renverse les médicaments là au feu, il renverse tout dans ma bouche, je bois tout en même temps, puis elle dit de me coucher, puis elle m'a acheté mon voile. Toi, comment tu réagis à ça? Il m'a fait mal, mais elle dit de me mettre là-bas. Est-ce que d'autres personnes dans la famille savaient qu'elle marchait sur toi? Elle s'assait sur les deux. Seulement qui sait. La sœur de nos cas racontait à les gens. Elle dit attends, ils vont faire à la maison là-bas. Mon papa de ne sait pas. Un secret bien gardé, mais Sarah se sentait de plus en plus mal. Par crainte qu'elle ne meure, son ex-patronne informe sa famille qui s'est dépêchée pour retrouver leur fille et la ramener au village. Aujourd'hui, ils réclament justice pour Sarah, leur fille à qui on a volé l'innocence et qui vit dans la crainte de ne plus avoir d'enfants. Franchement, j'ai eu mal. Je me demande si elle pourra enfanter un jour, étant donné qu'elle a été opérée à 2 reprises. Quand on opère quelqu'un, certaines peuvent toujours enfanter, d'autres non. L'école aussi, je ne pense pas qu'elle puisse y retourner. Donc la dernière fois, quand ils nous ont demandé pardon, je leur ai dit que l'affaire était en justice. Donc s'ils peuvent y aller pour mettre fin, tout dépend d'eux.
Donc on gabi que donc il faut voir quand quand sans justice sur les guandes il Malgré une tentative d'accord à l'amiable, la famille de Sarah a déposé plainte contre les agresseurs de leur fille. Ils sont aujourd'hui sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan et en attente de leur jugement. En Côte d'Ivoire, officiellement 822 cas de viol ont été recensés en 2020, selon la Fédération internationale des droits humains. Des chiffres en deçà de la réalité selon l'ONG. Si les victimes se murent dans le silence par honte, par peur de représailles ou encore par crainte de ne pas être crues, il est encore plus difficile de dénoncer lorsque l'agresseur est l'homme qui partage leur vie. Irène, 38 ans, a connu l'enfer sous son propre toit. Avant d'épouser son mari, elle était loin d'imaginer qu'il allait devenir son pire cauchemar. Son supplice commence lorsqu'un gynécologue lui interdit tout rapport sexuel lors d'une grossesse à haut risque. Bon, à partir de ce moment, il n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on m'interdisait tout rapport sexuel. Il a dit que ce n'était pas normal, qu'aucun médecin ne pouvait demander à une femme mariée de ne pas avoir de rapport sexuel. Donc, il ne comprenait pas. Il m'a dit que j'avais inventé pour ne pas avoir de rapport sexuel avec lui. Selon une étude de la CPDEFM, 37% d'hommes soutiennent que le mari dispose du sexe de sa femme et qu'on ne peut parler de viol entre deux personnes unies par un lien et vivant sous le même toit. Pourtant, le viol conjugal existe et Irène en est la preuve. Il m'a sodomisé sans mon consentement. Voilà. C'était le premier viol parce que au moment où on était, je ne m'y attendais pas. Au moment où j'étais en train de lui expliquer, il m'a retourné de force et puis il m'a pénétré. Est-ce qu'il avait conscience de ce qu'il était en train de faire? Bon, je ne sais pas s'il avait conscience. C'est quand il a fini qu'il a parce que j'étais en train de crier que j'ai mal, qu'il arrête. J'étais en train de pleurer. Bon, il n'a pas terminé et il s'est arrêté. Il m'a demandé pardon. Des excuses qu'elle a acceptées avant qu'il ne recommence de plus belle. Cette mère de 3 enfants a été victime de viols conjugaux répétés avant de porter plainte contre son mari. À chaque fois, il dit qu'il va changer, mais ça ne fait que s'empirer. Quand je sors, je vais en balade, quand je rentre, et quand je vais aller me laver d'abord avant de revenir, il refuse. Il refuse, il me met sur le lit, il fait ce qu'il a à faire, et puis maintenant je me lève. Tout ça pour vérifier. Quand je lui dis, mais tu veux vérifier que je suis partie ailleurs ou quoi? Il me dit non. C'est parce qu'il ne voulait pas que j'aille me laver d'abord, il ne voulait pas attendre et tout ça. J'ai vu que ça devenait un peu... Je commençais à être une autre personne en fait. Vous vous sentiez comme un objet sexuel? Un objet sexuel, exactement. Je commençais à être une autre personne. Je préférais être dehors que de rentrer à la maison, alors qu'il y a des enfants qui sont là, qui ont besoin de moi. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à comment on appelle ça, à enregistrer tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait. Après, quand il vient demander pardon et tout ça, j'ai commencé à enregistrer tout. Ses aveux, ses confessions, voilà, pour pouvoir demander le divorce. Enregistré afin d'avoir des preuves pour dénoncer son époux, car si le viol est un crime punissable en Côte d'Ivoire, lorsqu'il s'agit d'un couple uni par le mariage, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel
vaut jusqu'à preuve du contraire. Mais au commissariat, ce fut la douche froide pour Irène. À la police, ils m'ont dit que le viol conjugal n'existe pas. Ils m'ont même ri au nez. Ils m'ont dit que ça n'existe pas. Donc si je vais monter mon dossier, de le faire spécialement sur les violences conjugales, de ne pas parler du viol conjugal. Que même si ça arrive devant le juge, ça n'aura aucune valeur parce que nous sommes mariés légalement. La difficulté à se faire entendre et à lancer une procédure judiciaire est l'un des plus gros obstacles des femmes victimes de viol en Côte d'Ivoire. Pour comprendre les carences du système, nous sommes allés à la rencontre de la présidente des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Abidjan Cocody. C'est dans ce cabinet que Francine Aka-Angui reçoit régulièrement des victimes d'agressions sexuelles pour du conseil juridique. En tête-à-tête, elle nous explique les raisons pour lesquelles les femmes éprouvent des difficultés à dénoncer et aller au bout des procédures judiciaires. C'est vrai que ça peut paraître curieux, voire contradictoire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas de viol, l'auteur est connu. L'auteur est connu de la victime. L'auteur est connu de la victime, c'est souvent un proche, un membre de la famille, souvent même très proche. Ça peut être même le père, ou un frère, ou un oncle, un ami de la famille, ou un ami à soi-même. Et donc, du coup, du fait de cette proximité avec l'auteur, on peut avoir des craintes de le dénoncer. Alors, pourquoi? Parce que, bon, d'abord, il y a l'éducation, qui fait que l'éducation, surtout notre éducation africaine, où voilà, on ne dénonce pas un oncle, un papa, quand il commet des faits, quand bien même ça va à l'encontre de notre intégrité physique. Et ensuite, en Afrique aussi, parler ouvertement des questions sexuelles, ça reste encore tabou. Voilà, ça reste encore tabou. On ne parle pas comme ça de sexe avec ses parents. Et donc, a fortiori, dire sur la place publique qu'on a été victime d'un abus sexuel, c'est un peu difficile. Ensuite, il y a aussi que l'acte de viol est souvent accompagné de violence. Donc il y a la peur comment dire ça, la peur d'être indexé, d'avoir trahi ou d'avoir dénoncé quelqu'un, donc de ne pas être cru, voilà, exactement. Et puis bon, ici, il faut dire qu'on est souvent résigné aussi, face à ce genre d'acte. On se dit, bon, une jeune fille qui ne sait pas, qui n'a jamais eu de relation sexuelle, qui ne sait pas comment ça se passe, elle se dit, peut-être que c'est comme ça que ça doit se faire, peut-être que c'est normal. Francine Aka-Angui exhorte les commissariats et les brigades de gendarmerie à faire preuve de bienveillance lorsqu'ils reçoivent des victimes, car lever le voile sur les violences sexuelles qu'elles ont subies leur demande beaucoup de courage. Plutôt que de les décourager ou de se moquer d'elles, devrait peut-être plus les écouter et puis les orienter justement pour dire voilà la procédure qu'il faut suivre. Bon, il faut dire que dans notre pays, c'est quand même on a des avancées parce que dans les commissariats, on a des bureaux d'accueil pour les victimes justement de violences. Bon, tous les bureaux ne sont pas opérationnels. Il y a quand même encore des difficultés, mais c'est déjà un premier pas. Voilà, parce qu'on a senti le besoin justement de mettre en place une équipe dédiée à ce genre de problème. Pour obtenir justice en cas de viol, lorsque la victime va au bout de sa plainte, la présidente de l'AFJCI fait des précisions. Si vous arrivez à apporter la preuve du préjudice que vous avez subi, que l'auteur de l'infraction est connu, déterminé, et que vous développez évidemment des arguments pertinents, il n'y a pas de raison. La justice vous donnera gain de cause et vous obtiendrez réparation par la condamnation de l'auteur à vous payer des dommages et intérêts. Mais c'est toujours évidemment la preuve
qu'il faut rapporter, la preuve de ce que vous avancez qu'il faut apporter en matière de viol. Ce n'est pas toujours évident, d'où la nécessité d'un certificat médical qui va déjà attester des séquelles que vous avez subies. Par exemple, si c'est une mineure, on pourra attester qu'elle a été déflorée. Le viol est puni d'un emprisonnement de 5 à 20 ans en Côte d'Ivoire et lorsqu'il entraîne une mutilation, une infirmité permanente ou la mort de la victime, la peine est l'emprisonnement à vie. Si obtenir justice aide les femmes dans leur reconstruction, la prise en charge psychologique est un maillon essentiel dans leur processus de guérison, mais elle reste insuffisante dans le pays. Il faut qu'elle s'arme de courage, qu'elle ne soit pas défaitiste, qu'elle ne soit pas fataliste. Le viol, ce n'est pas un acte normal. Le viol, ce n'est pas un acte normal. Avoir des relations sexuelles avec une autre personne, c'est normal. Mais ça doit se faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière consentie, dans la douceur de préférence. Cependant, pour améliorer le système judiciaire, notamment dans le traitement des cas de viol, Francine Aka-Angui fait des recommandations. Je pense qu'il faut qu'on communique plus, justement. Il faut qu'on communique plus sur les sanctions qui sont prises. Parce que, comme je viens de vous le dire, il y a des sanctions, il y a des décisions qui sont prises, mais les justiciables n'en ont pas connaissance. Le grand public n'en a pas connaissance. Donc je pense que ça, il y a un effort à faire là-dessus. Il faut vraiment qu'on communique sur les sanctions. On pourrait dire, mais voilà, chaque semaine, voilà les condamnations qui ont été rendues à l'égard d'auteurs de viols. Comme ça, effectivement, les personnes voilà, vont se sentir un peu plus en confiance, se dire, ah oui, donc effectivement, les auteurs de viols sont poursuivis, sont condamnés. Rompre le silence pour vaincre la violence. Un début de reconstruction pour ces femmes victimes de viol. Un acte aux conséquences psychologiques lourdes sur celles qui en survivent. Aujourd'hui encore, elles éprouvent des difficultés à en parler, à obtenir justice. Quelle solution pour que la honte change de camp, pour que les victimes puissent être entendues, pour que les peines puissent être appliquées et que ces hommes prennent conscience du préjudice qu'ils causent. La libération de la parole est certainement un bon début pour répondre à ces questions. Quel enfer qu'elles ont vécu. Des témoignages difficiles à entendre, mais pourtant nécessaires pour changer les consciences. On va accueillir en plateau Sylvia Pata. Vous êtes juriste, consultante en droit des femmes. Oui. On va parler avec vous de ce fléau qui est le viol en Côte d'Ivoire. Ils sont rares les témoignages sur le viol dans le pays. Pourquoi est-ce encore si tabou dans notre société? Ils sont si tabous dans notre société parce que on a le poids de la culture, des pesanteurs socio-culturelles, le fait que la parole des victimes est toujours remise en cause, en question. Et le fait de blâmer, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays africains et même en Europe, vous êtes victime de viol et vous êtes coupable d'avoir été victime de viol. C'est-à-dire que c'est la seule infraction où vous êtes responsabilisé pour la violence que vous avez subie. Et donc, au sein des populations, les mentalités sont encore très ancrées dans le patriarcat. La parole des victimes est beaucoup remise en cause. Et ce que nous essayons de faire en tant que spécialistes, c'est de délier cette parole-là et justement d'amener les victimes à parler. Et après, quand on demande aux victimes de parler, il faut les croire. Parce que c'est bien de libérer la parole, mais quand on libère la parole, nous, en tant qu'activistes, on fait l'effort de libérer la parole avec les victimes et que la population ne les croit pas, il y a problème. Et que quand au niveau du mécanisme de prise en charge des victimes, il y a un véritable déphasage, il y a problème. Il faut libérer la parole, mais il faut aussi que les victimes puissent aller porter plainte, que ce soit facile pour elles. Exactement. Et aussi ces difficultés-là.
auxquelles elles sont confrontées. Et malheureusement, ces difficultés sont encore les gens. Nous sommes en 2022, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'améliorations avec l'État ivoirien, mais les victimes continuent d'être renvoyées des commissariats et des gendarmeries parce qu'on a toujours des policiers qui sont en train de remettre toujours en doute la parole des victimes. Et ça, c'est pas de nature à encourager à saisir la justice. Et dans cet élan de prise en charge, j'aimerais profiter de ce plateau pour encourager surtout le volet psychologique. Parce que voilà un secteur, un volet qui est vraiment pas pris en compte dans la prise en charge. On a tendance à mettre en avant le volet juridique, mais l'expérience a montré que quand une victime est rassurée et qu'elle est guérie émotionnellement, elle est prompte à Quelle est la saisir prise en justice. charge justement en Côte d'Ivoire? Quand on est victime, vers qui on peut se tourner? Quand on est victime de viol, dans un premier temps, il faut dénoncer. Et la dénonciation, on peut saisir d'abord le commissariat, la gendarmerie ou le procureur de la République, ou encore demander le soutien d'une organisation qui travaille sur la question, ou encore alerter l'opinion. Et pour le volet psychologique dont vous parliez justement? Et pour le volet psychologique, nous avons les centres sociaux. Dans toutes les communes, c'est des mécanismes qui ont été mis en place par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dont nous saluons au passage les efforts. Mais concernant la prise en charge à proprement dit psychologique, il y a encore un véritable problème parce qu'il n'y a pas suffisamment de psychologues. Malheureusement, il n'y en a pas suffisamment et du coup, la prise en charge psychologique n'est pas bien faite comme cela se doit. Donc c'est un SOS que nous profitons de cette antenne pour lancer au ministère. Alors, c'est déjà compliqué de faire face au viol, mais on se retrouve en face d'un autre phénomène qui est celui du viol conjugal. On le voit dans ce reportage, dans ce témoignage. C'est quelque chose qui existe, mais on n'en parle pas assez. En 2019, on apprend que 37% d'hommes et 35% de femmes soutiennent que le mari dispose du sexe de sa femme. Est-ce qu'on peut parler de culture du viol aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Bien sûr qu'on peut parler de culture du viol. Et cette culture-là, malheureusement, elle prend aussi, elle prend forme avec l'alibi de la dot. Parce que tenez-vous bien que l'enquête que nous avons réalisée, l'enquête de sondage d'opinion sur les questions de violence conjugale en 2019 avec l'ONG CPDFM, cette enquête a révélé que 70% des hommes à qui on demandait pourquoi est-ce que vous trouvez normal de violer ou de frapper votre femme et tout, ils prenaient pour prétexte la dot. Et donc, parce que j'ai doté ma femme, donc en réalité, je l'ai achetée, je dispose de son corps. C'est là que vous comprenez que le mal, il est profond et qu'il nous faut creuser. Des femmes aussi soutiennent bien cela. sûr. C'est ce qui est aberrant. Après, au niveau juridique, c'est vrai qu'on a eu des améliorations, mais il y a quelque chose à décrier, c'est que l'article 403 du Code pénal qui traite du viol, traite aussi du viol conjugal, mais ne le traite pas la question comme cela se doit. Parce qu'on passe sur la présomption de consentement des époux. Mais non, si vous partez sur la présomption de consentement des époux et que c'est à la victime de démontrer, vous savez que nous sommes dans une société où déjà la parole des victimes est toujours remise en cause quand c'est une situation qui n'est pas une situation maritale. Encore que quand des personnes sont mariées, mais ça devient 2 fois difficile pour la femme de prouver qu'elle était victime de viol. Et c'est vrai qu'il y a eu l'amélioration avec la réforme juridique en 2019, mais il nous faut encore continuer dans la mesure où le devoir conjugal, il figure toujours dans la loi sur le mariage. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que dans le code pénal, on a réprimé le viol conjugal et que dans le code civil, la loi sur le mariage, on prône le devoir conjugal. Alors justement, avant d'arriver dans le couple, on est jeune avant de se lancer dans cette vie maritale. On le voit aussi chez les jeunes, c'est minimisé. On a ce qu'on appelle communément le chat noir. On entend des jeunes en parler de façon totalement désinhibée, comme si c'était normal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ces comportements? Déjà, c'est quelque chose qui nous choque à longueur de journée. Et ce qu'il faut faire, c'est de parler.
c'est de sensibiliser, de continuer à changer les mentalités. Parce que le problème, c'est ça, c'est au niveau de la mentalité. Et nous avons une société où nous avons 70% de jeunes, la population juvénile. Et donc, il faut concentrer les efforts sur la jeunesse. Il faudra de plus en plus faire des campagnes de sensibilisation, des causeries, des débats, des focus group avec les jeunes, faire comprendre la situation et démonter et déconstruire les stéréotypes et les discriminations. Il faut éduquer dès le bas âge. Exactement. Et l'éducation de bas âge est primordiale parce que justement, quand depuis la cellule familiale, on a fait comprendre aux petits garçons que c'est lui qui est le chef de la famille et qu'il est le chef de la femme, parce que c'est ça, et qu'on grandit avec ces idées, on se retrouve avec un tel résultat dans la société. Donc les parents, la grande responsabilité aujourd'hui appartient aux parents aujourd'hui de redresser au niveau de la cellule familiale. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on n'en fait pas assez en termes d'éducation sexuelle ou d'information sur le consentement chez les jeunes enfants? Non, on n'en fait pas assez parce que parler de sexe est tabou. Tout est tabou dans nos sociétés. Et donc, on parle très peu du sexe, on n'a pas d'éducation sexuelle. De cours sur la sexualité dans nos établissements primaires et secondaires. Et du coup, les questions de tout ce qui est relié à la sexualité, les jeunes ne connaissent pas. Et en plus, on a aussi le fait d'être exposé à la pornographie. Parce qu'une autre chose, c'est une autre forme de violence dont on parle très peu, mais qui est une cause au phénomène que nous pouvons observer. Et donc, ce qu'il faudra faire, c'est il faudrait qu'ensuite il y ait la volonté politique. C'est vrai qu'il y en a suffisamment. Il faudrait qu'il y en ait de plus en plus pour que des cours sur l'éducation sexuelle soient déjà donnés au niveau des établissements sur le consentement. Parce qu'il faut apprendre le consentement. Qu'est-ce que c'est que le consentement sexuel? Quand est-ce que je dis non et que l'autre a le devoir de respecter mon avis? Justement, quel est le consentement sexuel? Est-ce que vous pouvez écairer les populations ce soir là-dessus? Le consentement sexuel, d'abord, quand on parle de notion de consentement, c'est le fait de donner son accord. Et cet accord, elle est expresse, elle ne souffre d'aucune ambiguïté. Donc, tu me proposes un acte sexuel, je consens à l'acte sexuel et je te montre que je suis consentante. Mais si je n'ai pas donné mon accord et que l'autre est amené à convaincre, en ce moment-là, on n'est pas insisté, on n'est pas dans un consentement. Et donc, quand on n'est pas dans un consentement, c'est un cas de viol. Ce qu'il faut bien comprendre, quand elle a dit non, que vous avez poursuivi votre acte, c'est du viol. Et qui est un crime punissable par la Exactement, par la loi, notamment l'article 103 du Code pénal. Aujourd'hui, vous êtes en contact avec de nombreuses victimes. Le chemin vers la reconstruction, est-ce qu'il est compliqué? Vous avez parlé tout à l'heure du manque d'accompagnement psychologique, mais de votre vécu, ce que vous voyez au quotidien, comment elles se reconstruisent, ces femmes? Elles se reconstruisent très, très difficilement parce qu'il faut encore faire face au regard de la société. Et quand vous avez des familles où elles sont jusqu'à présent victimisées, responsabilisées, parce que on dira toujours comment tu étais habillée, c'était ta faute que tu as été violée et tout ça. Donc ce que nous continuons de faire en tant qu'activistes, en tant que spécialistes en la matière, c'est de sensibiliser les populations parce que c'est la seule âme que nous avons, la communication. Et ensuite, ce qu'on demande à l'État ivoirien, c'est de poursuivre avec de rendre accessible la justice aux victimes, d'assurer une prise en charge psychologique pour qu'on en arrive à une prise en charge holistique et à la reconstruction des suivantes. Merci Sylvia Apata pour toutes ces informations. Et évidemment, Pierre, on invite toutes les victimes de viol à ne pas avoir honte parce que la honte doit changer de camp. Merci infiniment. Merci. Pour la seconde partie de notre soirée, on s'intéresse au service civique et nous serons en immersion dans l'un de ces centres. Et oui, Pierrot, et ce sera après une courte page de pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage. Merci d'être toujours avec nous. Ils ont entre 18 et 35 ans. Ils ont été volontaires pour participer à la phase expérimentale du service civique en Côte d'Ivoire. Pierre? Oui. Quelles ont été leurs motivations? À quoi veut répondre cette formation dans le pays? Qu'offre-t-elle aux jeunes? C'est un élément de Patrick Brédé, Roméo Tapé et Armel Zozo. Dehors! Dépêchez-vous! Chaque 5 heures du matin,
Ce sont les soldats d'élite du groupement d'instruction et de perfectionnement de la gendarmerie nationale qui sonnent le réveil à la façon militaire. Avec les hommes, ça se passe comment? Avec les hommes, c'est très difficile hein, parce que souvent, il y a d'autres, au moment où les réveillent, c'est maintenant ils vont chercher à aller se laver, tout ça, donc ça prend du temps. Donc il faut les réveiller doucement. Il est quelle heure? Va t'habiller, va t'habiller! Dehors! Dehors! Cette méthode tout droit inspirée de la discipline militaire est pour faire accepter aux 350 garçons du camp que le réveil matinal est une valeur cardinale de l'Ivoirien nouveau. Il faut toujours les remuer, sinon il y a d'autres. À tout moment, il sait qu'il y a d'autres qui dorment. À tout moment, il y a d'autres qui dorment. Quand il est réveillé, il y a d'autres qui dorment actuellement. Donc tout ça, il faut toujours les remuer, parler. Voilà, ok. Dépêche-toi, dépêche-toi! Se réveiller de bonne heure, c'est justement le problème de Martigna. Être ponctuel, c'est le combat quotidien de ce soudeur venu de Divo. C'est difficile de lever à cette heure. Ah oui, très difficile. Très difficile. C'est quoi, on est déjà levé, Ton boulot commence à partir de 8 h. Donc à 7 h, souvent quand je me lève, il dit ah, il ne fait pas encore jour, donc attends, je vais me coucher un peu. Et puis dans ça, tu vois, bon, le temps passe sans t'en rendre compte. Donc vous voyez mon voisin, lui il a encore couché. Hein. Il a le même problème? Oui, pour lui même c'est très pire. Oiseau, Do, ils ont sifflé. Hein. Ils ont sifflé. Hein. Ah ouais. Toi c'est compliqué. Oui, c'est compliqué pour lui, vous voyez. Bon, mais pourquoi c'est qu'il faut attendre un peu? Ouais. Martigna et Patrick, son binôme, font partie des 500 volontaires issus des 14 districts du pays qui participent au service national des jeunes. Le but de ce service est d'inculquer à la jeunesse ivoirienne un sens commun des valeurs citoyennes et des comportements civiques. Quand on siffle, on nous donne 15 minutes pour se laver. Comme nous sommes deux, 15 minutes. Voilà, pour se laver et puis bon, qu'on finit net. 7 minutes chacun? Oui, 7 minutes chacun. Ici c'est comme ça. Il sait qu'au sortir d'ici, je vais être ponctuel. Voilà. Parce que ici on me donne 7 minutes pour me laver. Donc il sait que ça serait dans mon habitude de me laver. Voilà, de prendre 7 minutes. Et puis... Les 150 femmes du contingent n'échappent pas à ce réveil tambour battant. C'est comme ça tous les matins? Oui, c'est comme ça tous les matins. Bon, nous sommes 4, chacune monte à sa manière. Elle réveille ses dames à la manière qu'elle veut. Moi, je préfère ça. Les réveiller plutôt qu'elles se lavent, qu'elles attendent. À partir de 5h15 ou bien 20, je siffle pour qu'elles s'alignent pour aller attendre les garçons. Je préfère que les dames soient à l'heure à ma montée, qu'elles soient en retard. Elle tente toujours de s'habituer à ces courtes nuits. Vous avez consommé? Oui, c'est pas quoi habiller tout ça. Ouais. Et c'est difficile? Non, c'est pas facile. Bon, on commence à s'habituer. Mais c'est pas facile? Oui, c'est pas facile, c'est pas facile. Les premières semaines, c'était pas aussi facile. Parce que celles qui sont habituées à dormir chez elles, de 21h pour se réveiller à 10h ou midi, elles se plaignaient. Mais au fur et à mesure qu'on les faisait comprendre les choses, elles ont compris qu'il faut qu'elles soient à l'heure. Bonjour délégué, dans 10 minutes, je vous vois rassembler en bas. Merci. Celle qui va prendre le relais de Mel, la gendarme, c'est Awa. Sortez au rassemblement. Désignée déléguée par les volontaires, l'étudiante en communication pense s'ouvrir sur de nombreux horizons et affirmer son leadership féminin. Lorsque je suis arrivée sur le camp, déjà j'ai découvert tout ce qui est un peu militaire, chose à laquelle je ne suis vraiment pas habituée. Mais après, avec les explications, après avec les encadrants, on s'est rendu compte que ça avait quelque chose de bien quand même. Et on a décidé de rester, même si au départ on était un peu en train de bouder et on se disait, bon, j'ai rien à faire ici. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à me faire une place et j'ai envie de rester jusqu'au bout. Dès le réveil, loin du confort de chez eux, les volontaires doivent tenir propre et ranger leur chambrée.
Ici, on dresse le lit le matin. Parce que si nos encadreurs rentrent et que le lit n'est pas dressé, on sera puni. De la manière dont ils nous apprennent l'ordre et la discipline, c'est comme ça que les chambres doivent être ordonnées. Toutes les chambres doivent être ordonnées. Parce que quand ils font la supervision, on n'est pas prévenu, c'est la supervision surprise. Donc, à tout moment, nos chambres doivent être ordonnées. Pour un début, Ruth, le binôme de Hawa, est bien contente des règles de vie en communauté. Moi, je suis Baoulé et elle est Maoka. Donc, vous voyez un peu la symbiose avec laquelle on est dans cette chambre. Elle est devenue ma grande sœur parce que j'ai même reçu le résultat du bac en chambre. Et c'est elle. J'ai dit, ma voisine, je vais faire comment pour décocher à l'appel de mon papa? Et si j'ai échoué? Elle me dit, non, tu ne vas pas échouer. Tu ne pourras pas échouer. Réponds juste à l'appel de ton père et puis on verra. Dès que j'ai répondu, j'ai dit, ah, ma voisine, j'ai eu le bac. C'est elle qui a commencé à crier dans le palier. Ma voisine a eu le bac, ma voisine a eu le bac. Ces volontaires âgés de 18 à 35 ans ont accepté de se plier à ce nouveau rythme de vie. Une occasion pour trouver leur voie ou définir leur avenir. En temps, fixe, repos. Attention, ouais. Repos, gardez le silence. Il est 6 h du matin à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny. La journée commence par ce qui est devenu une routine, après 2 semaines de camp. Le footing matinal. Les volontaires ont pris le rythme. Le sport permet aux volontaires d'entretenir leur forme physique, tout en renforçant la cohésion des sections. La séance d'étirement privilégie les exercices d'endurance pour se forger un moral d'acier. Il y a longtemps qu'on a fait le sport. À cause des boulots, on n'a pas le temps. Voilà, mais nous sommes venus ici. On apprend beaucoup. Voilà, parce que le sport, on peut dire c'est le meilleur médicament. On vit en société, on rencontre différentes personnes, différentes personnalités. C'est bon d'être endurant, d'être patient et d'être résilient face à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Je pense que le sport contribue en quelque sorte à renforcer cette résilience en nous, cette force, cette capacité en nous. Retirez. Main droite, jambe gauche. Tire dessus. Ici, le repos est de courte durée. Cette aventure censée transformer les volontaires passe par toutes sortes de corvées. Toute cette journée, les pensionnaires armés de brouettes, de râteaux et de sacs poubelles vont nettoyer les rues de Yamoussoukro. Se mettre au service de la communauté, c'est l'intérêt de la phase pilote de ce service national. Mais cette opération coup de balai n'est pas du goût de certains volontaires. Moi-même à la maison, il y a des trucs que je ne fais pas. Mais ici, bon. Quand tu venais, est-ce que tu t'es dit qu'il y avait ça? Non, moi-même, on m'a même parlé de ça. Donc ça m'a surpris, tout ça, ça me surprend. C'est bizarre. Mettre la main dans le caniveau, retirer des ordures, c'est vraiment dégoûtant. C'est très très dégoûtant et c'est encore plus salissant. Mais avec les gants, on essaie de faire un peu de notre mieux avec les râteaux qu'on a en main. Et puis on essaie de tirer. Mais quand tu tombes sur quelque chose, vraiment, tu tiques un peu. Mais après tu repars, tu ramasses, tu mets ça dans la poubelle. Sinon c'est vraiment dégoûtant. On peut peut-être juste tirer comme ça. Au bout d'1 heure, Natacha a pu se faire son idée de l'insalubrité. Vivre dans un environnement sain est une valeur fondamentale que veut prôner le service national. Moi-même, été ivoirienne, je sais que je l'ai fait aussi. Et aujourd'hui, je me rends compte vraiment de ce tas de quoi on pose à chaque fois. Si vraiment, peut-être, on est en train de le faire, si on se ressaisit tôt, je pense que les années à venir, la Côte d'Ivoire sera vraiment un pays très propre. Finalement, la corvée est gratifiante pour la majorité des volontaires. C'est vraiment impressionnant de prendre de son temps, de son énergie pour nettoyer des espaces qui ont été salis par d'autres personnes. Il faut avoir du cœur, il faut avoir beaucoup d'amour pour le faire et surtout se dire que même si l'autre il a fait, si moi je nettoie, ça va certainement l'éduquer à avoir ce même genre de comportement. Repo,
Malgré une journée particulièrement dense, il faut encore presser le pas pour le rassemblement du soir. Les rois et reines là, dépêchez-vous. L'adjudant-chef Inagbe, l'instructeur principal, ne plaisante pas avec la ponctualité. Tous les soirs, cette réunion tient de séances d'information et d'échange entre les volontaires et leurs encadreurs. Vous allez brosser les dents. Après quoi, vous n'avez pas mangé. Et puis nous sommes allés en ville. Nous sommes revenus, tout ça satisfait. À quelques jours de la célébration de l'indépendance, l'instructeur militaire en chef veut tester quelques connaissances chez les volontaires. Que pensez-vous du 62e anniversaire de notre très chère nation, la Côte d'Ivoire? Celui qui a quelque chose à dire, il lève la main. Ça, c'est la véritable démocratie. Mon frère, prêche. Merci, chef. Ce 62e anniversaire sonne pour moi comme un élan de solidarité, d'union, de cohésion de tous les acteurs politiques de proue pour pouvoir permettre à la jeunesse de refonder les valeurs, de se retrouver dans les valeurs initiales de la Côte d'Ivoire afin de garantir la cohésion sociale et d'éviter de replonger dans les querelles, dans les blessures du passé. Pour convaincre l'adjudant-chef de leur attachement à la patrie, les volontaires entonnent leur chant de ralliement. Pour apprécier l'évolution des jeunes dans un environnement coupé de l'extérieur, des règles sont édictées. Depuis qu'ils sont là, ils ont été mis dans un sévrage automatique. Et je vous assure que là où ils sont, personne ne touche à la cigarette. Et dans notre règlement intérieur, tout ce qui est consommation de substances psychoactives est interdite. Parlant de l'alcool, de la drogue, du tabac. D'ici, doivent sortir des citoyens modèles, des Ivoiriens nouveaux. Imaginez que ceux-là retournent dans leurs différentes communautés, qu'ils restituent ce qu'ils ont appris ici, ça va faire tache d'huile et ça va transformer positivement la jeunesse ivoirienne. Il est 22 h. Le débrief du jour se termine. Les volontaires peuvent rejoindre leur dortoir sous la vigilance constante de l'instructeur en chef. Vous marchez. La discipline, ça ne s'arrête jamais. Non, c'est continuel. C'est continuel. Oui. Ça répond à un besoin précis dans la transmission des valeurs. Discipline égale rigueur, égale force de caractère. Pas de discipline, c'est une vie désordonnée. Si vous êtes discipliné, vous n'aurez aucun problème. Obéissance, discipline et respect de certaines valeurs. Des valeurs comme la discipline, le civisme, ces recrues les ignoraient totalement 2 semaines en arrière. Nous sommes le 24 juillet. Les volontaires arrivent à l'INPHB, un peu comme en villégiature. La chambre qu'on vous a donnée là, c'est pour déposer les bagages. À n'importe quelle heure, quand on aura besoin de vous, on va siffler. Aujourd'hui, on a sifflé. Vous avez mis plus de 30 minutes avant d'arriver ici. Ça va venir. Parce que moi, quand je prends mon sifflet, je siffle. Si vous avez trop traîné dedans, c'est 2 minutes pour être ici. La remise de kits et les premières instructions vont rappeler aux volontaires le cadre du service national. Premier conseil. Deuxième conseil. Ce n'est pas parce que vous êtes venu par localité que vous allez créer des clans ici. J'ai déjà vu des gens qui sont passés pour des délégués de localité. Si je les vois, comme je leur ai dit, je vais les manœuvrer militairement. Et sans état d'âme. Nous ne sommes pas venus ici dans un camp de villégiature. Alors, à bon entendeur, un chef militaire ne parle pas trop. Merci à vous et bonne journée. Les volontaires se sont aguerris au fil des jours et ont appris les symboles de l'État.
Nous sommes le 7 août, jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Avant d'honorer le drapeau ivoirien et à chanter l'abidjanaise, l'adjudant-chef veut que tout le monde soit en règle. Oui, bonjour. Ma formation là, le porté habit mouillé. Allez vous le chercher. Alors arrivons là à la procédure des tenues. Un kit comprenant 2 t-shirts, un t-shirt, 2 tenues de sport, des chaussures et tout ça. Donc ils doivent se conformer à ce qu'on leur a donné, à ce qu'on leur a prescrit. C'est-à-dire se vêtir de la tenue de sport. Pas un autre habit en dehors de ça. Si nous n'exécutons pas ce que nous-mêmes nous sommes donnés comme les règles de conduite, c'est l'anarchie totale. Donc, on se doit de les suivre. C'est une obligation pour nous de suivre toutes ces règles-là. C'est ce qui nous forge un caractère. Attention! Attention pour la montée des couleurs. Le cérémonial de la montée des couleurs est loin d'être maîtrisé. Mais l'adjudant-chef Inagbe est là pour appeler tout le monde à l'ordre. Il vient de critiquer là. Celui qui peut pas mieux que lui, qu'il aille le remplacer. Ok? Celui qui peut pas mieux que lui, qu'il aille le remplacer. Il n'y en a pas. Alors taisez-vous. Il n'y en a même pas même. Monsieur, on reprend. Mise en place pour la montée des couleurs. Autant! Cette fois, c'est la bonne. Vite! Repos! Attention! Salut aux terres d'espérance. 1 et 2. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, la patrie de la vraie fraternité. 45 minutes plus tard, les pensionnaires en tenue d'apparat vont assister aux festivités de l'indépendance qui se tiennent cette année à Yamoussoukro. À leur arrivée à la place Jean-Paul II, Awa et ses amis sont enthousiastes à l'idée de suivre le défilé. Bah oui, on se sent encore plus membre de la nation parce que là, on a l'opportunité et l'occasion de vivre les événements en direct et ça apporte une touche assez particulière et ça donne beaucoup d'émotions. Encadreurs et volontaires se rendent à l'évidence. Il n'y a plus de place aux premières loges. Conséquence, ils devront se contenter de voir passer les aéronefs de l'armée ivoirienne et suivre de très loin le défilé des forces spéciales. Voir un spectacle en direct est différent de le voir aussi loin. Les aéronefs, je dois avouer que ça ne m'intéressait pas en priorité. Ce n'était pas ma priorité quand je venais ici. Ma priorité, c'était de voir les commandos. Mais malheureusement, une fois de plus, je ne les ai pas vus. Vous êtes déçus? Oui, parce que je voulais vraiment regarder le défilé. Je voulais assister à ça vraiment. Mais dommage. Après la première sortie manquée, la vie au camp a repris son cours. Les volontaires profitent du petit déjeuner pour faire davantage connaissance. Ce matin, Martinien partage sa table avec Yéli, une originaire de Korogo. Moi, je viens de l'Côte d'Ivoire. L'Côte d'Ivoire, là, c'est Divo, Lakota et puis Iré. C'est chez nous, il y a les fêtes. Ouais, vous les danseurs de Bologne. En tout cas, ça nous permet à connaître beaucoup de personnes parce que tu peux venir et puis retrouver une autre personne en face. Voilà, donc en tout cas, et puis vous échangez en mangeant, vous échangez. Voilà, à cœur ouvert, Martinien se confie sur son métier
et sa situation matrimoniale. Actuellement, je travaille avec des professeurs. Voilà, quand ils ont des gombos, ils m'appellent. Et tout bon. Est-ce que tu arrives à t'en sortir? Oui, bon, je peux dire ça. Parce que grâce à ça, actuellement, je suis indépendant. Voilà, c'est bon, même je paye ma maison. Tu vis en concubinage, non? Bon, actuellement, je suis seul. Ce moment d'intimité permet aux volontaires de régler certains problèmes, loin des encadreurs. Awa, la déléguée, est en permanence sollicitée par ses condisciples. Après son déjeuner, Yeli est venue lui exprimer son mécontentement à la suite d'une mauvaise blague avec d'autres volontaires. Je ne suis pas qui peut-être te voir, est-ce qu'elles sont venues vers toi? Vraiment pour essayer de se présenter leurs excuses. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, je n'avais pas appréhendé les choses de cette façon. Et puis bon, ça s'est présenté comme ça, on essaie de faire les choses comme on peut et de trouver des solutions à chaque fois qu'on peut. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, il y a des situations dans lesquelles on ne trouve pas de solution. Voilà, mais tout de même, on prend le temps d'écouter et de calmer les gens. À côté des activités ponctuelles comme le don de sang ou les gestes de premier secours, le service national a prévu pour ses volontaires des ateliers de formation pratique dans les domaines de l'agriculture, la robotique, de l'informatique et de la production audiovisuelle. Le choix de Yeli s'est porté sur la chimie. Cette découverte pourrait lui être bien utile pour le commerce de ses jus de fruits. La difficulté, c'est la conservation parce qu'aujourd'hui, tu fais du jus peut-être en moins d'une semaine, ça commence à se fermenter. Donc, tu ne peux pas revendre, c'est une perte. Alors que si tu arrives à bien conserver, tu vois que c'est là, mais tu peux continuer à vendre pendant un long moment. Donc, il n'y a pas de perte. Entre les éprouvettes et tubes à essai, Yeli découvre des productions à base d'anacarde, une plante dont sa région est grande productrice. Si déjà avec la pomme de cajou, de façon bio, je peux produire peut-être de la vinaigre, de la liqueur, je m'y lance quand même, on ne sait jamais. Peut-être que ça va me rapporter encore plus dans les entourages. Il y a des buveurs de liqueur chez nous. Si je vends de la liqueur bio, ça me fait un marché. Ce sont 14 000 jeunes qui devront bénéficier de ces formations dans les 14 centres du service national jeunes prévus sur l'étendue du territoire. Les jeunes devront aussi apprendre à vivre ensemble. Ce travail sur le collectif, le directeur du service national y attache un prix particulier. Avant d'arriver là, qui attaquant et puis ne maîtrisait pas les réalités de son terroir. Vous ne maîtrisez pas. Pourquoi? Il n'est jamais allé au village. Ouais, c'est un exemple de quelqu'un qui n'est jamais allé au village. Donc, il profite, il apprend auprès des chefs les us et coutumes de chez lui. L'atelier des us et coutumes serait l'un des outils pour recoudre le tissu social déchiré par les différentes crises. Au départ, après, il y avait des distanciations. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que les uns apprenant des autres, et ça va les rapprocher encore plus des uns des autres. Par exemple, le sudiste va désormais comprendre quel est le comportement que celui du Nord adopte. Il va facilement le comprendre parce qu'il sait pourquoi. Mais quand il ne le sait pas, il le supprime. Deux jours avant le départ, les pensionnaires passent leurs dernières heures dans ce camp. Martinia et Patrick, son binôme, sont heureux d'avoir surmonté leur paresse au réveil. Comme dit 4h30, je suis sur pied. Je commence à prendre mon bain. Bon, et puis... Aujourd'hui, votre problème est réglé aujourd'hui. Oui, bon, oui, je peux dire aujourd'hui, c'est réglé. C'est réglé. Aujourd'hui, même souvent quand je suis couché, j'attends des coups de sifflet. Ok, ils n'ont pas encore sifflé. Awa continue d'expérimenter ses premiers pas de leader de cette première promotion du service national des jeunes. Il y a des personnes qui ont encore du mal à accepter que ce soit une femme qui les commande. Il y a des personnes qui ont du mal à accepter que ce soit une petite fille qui soit en train de les diriger. Et je les comprends, mais on essaie de leur expliquer à chaque fois qu'on n'est pas dans une lutte de pouvoir, mais on est dans un système où on est venu pour apprendre. C'est aussi un apprentissage, aussi bien pour moi que pour eux. Ces volontaires ont visiblement retrouvé la joie de la vie en communauté.
lendemain, une cérémonie solennelle est organisée pour la clôture du premier service national des jeunes. Awa peut une dernière fois se rendre utile. Ça fait toujours mal et ça fait toujours chaud au cœur de se séparer des personnes avec qui on a passé du temps et de bons moments, même des moments difficiles parce qu'on est des êtres humains, on a tous un cœur et ça fait chaud au cœur de se dire que notre aventure va s'arrêter là et qu'on aura peut-être beaucoup de mal à se voir vu qu'on vient d'horizons différents. Mais je pense qu'on n'a rien perdu vu qu'on est la Côte d'Ivoire en miniature et on va se retrouver. La remise des diplômes de participation ouvre pour ces volontaires la voie à de nouveaux horizons. J'étais une personne qui n'était pas sociable au préalable, mais grâce au service civique, j'ai pu avoir l'amitié, la chaleur humaine, tout ça. Donc c'est franchement un mal pour moi de me séparer de mes chers amis. On ne peut que remercier nos encadreurs qui ont été vraiment patients avec nous. Parce que c'est pas facile de gérer 500 personnes. Chacun vient avec son caractère, ses humeurs. Mais malgré tout ça, ils ont su nous supporter, su nous encadrer. Pour parachever les 30 jours d'apprentissage, les volontaires défilent devant le ministre de la Réconciliation, le gouverneur de Yamoussoukro et les autorités de la ville. De retour dans leur localité, les volontaires pourront, s'ils le souhaitent, participer à 2 semaines d'activités d'intérêt général. Ensuite, des missions de volontariat et de bénévolat de 3 à 10 mois leur permettront d'achever leur transformation de jeunes, reflet d'une aube nouvelle. Super formation, c'est quasiment militaire dans ce qu'on voit là. Est-ce que tu serais tenté de t'inscrire dans ce centre? Il me reste encore quelques années, oui, pour pouvoir être éligible. C'est jusqu'à 35 ans, il me semble. Exactement. On va peut-être essayer l'année prochaine. Alors, pour en parler, nous sommes rejoints en plateau par le directeur général de l'Office du service civique national, Monsieur Mamadou Touré. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, de ce qu'on a pu voir dans ce reportage, c'est une véritable école de la vie, finalement, que ce service civique. Exact. C'est une école de la vie. C'est un espace de renforcement des jeunes pour changer de comportement. C'est ça le service civique. Pourquoi avoir décidé de la création de ce centre? C'est très récent. Il est encore à sa phase expérimentale, mais est-ce que c'est parti d'un constat, d'une forme d'incivisme chez les jeunes? Oui, merci madame pour la question. En vérité, on a commencé depuis 2016, parce que l'Office du service civique national a été réactivé en 2016 par décret pour permettre de répondre à 3 problématiques. Le civisme et la citoyenneté des jeunes, il faut le renforcer. La vulnérabilité des jeunes, il faut lutter contre. Et l'engagement citoyen des jeunes, il faut le renforcer. Donc voilà les éléments qui ont conduit à la réactivation du service civique. Est-ce que c'est parti d'un constat? Oui, c'est parti d'un constat. C'est parti du constat que de plus en plus, la Côte d'Ivoire vivait un incivisme grandissant de sa jeunesse. C'était un vrai problème, un souci que le gouvernement a voulu traiter en profondeur. Voilà pourquoi le service civique a été réactivé. Alors, on a pu le voir aussi, notamment au cours des dernières élections, avec des bâtiments de l'État qui ont été dégradés, non-respect du drapeau. Ça traduit quelque chose quand même, tout ça? Oui, ça traduit toujours l'incivisme, la méconnaissance des symboles de la République. Voilà. Nous ne connaissons pas ce que c'est que le drapeau. Nous ne savons pas ce que c'est que la devise. Nous ne savons pas les signes qui incarnent la République. Et donc, il faut l'enseigner aux jeunes. Il faut l'enseigner aussi aux moins jeunes, pour que chacun comprenne ce que c'est que les symboles de la République. Alors, vous êtes réactivé depuis 2016, mais est-ce que les images qu'on voit là, dans ce reportage, est-ce que vous aviez travaillé à une si grande ampleur depuis 2016, avec autant de jeunes? Non, en vérité, non. On a commencé par une phase pilote. Vous savez, le service civique a existé en Côte d'Ivoire, de 1961 jusqu'en 1982. Le service civique a existé. Il était obligatoire? Oui et non. Par moment, on le rend obligatoire, mais en vérité, il est volontaire. Et ici, il est complètement volontaire. Il a été réactivé donc en 2016. En 2016, on a eu quelques phases pilotes à petite échelle. Et c'est la première fois que nous passons à échelle avec 500 jeunes réunis en un seul endroit
pour 1 mois d'activité. Et quel est donc le bilan de ces phases pilotes? Alors, pour arriver aujourd'hui à 500 à Yamoussoukro, il y a eu 2 phases pilotes. Une première phase pilote qui a porté sur 216 jeunes réunis à Korogo et provenant des 108 départements du pays. Parce qu'il s'agit de recréer la petite Côte d'Ivoire de toutes les ethnies, de toutes les régions, pour enseigner et apprendre ensemble. Ça s'est très bien passé. Les jeunes sont rentrés en famille après 1 mois d'activité à Korogo. Et aujourd'hui, ils s'adonnent à des activités vraiment de promotion du civisme et de la citoyenneté dans leurs régions respectives. Donc ça se passe très très bien. Ensuite, on est passé à 1000. Mais 1000 en plusieurs petits groupes de 100. D'accord. Ça a eu lieu à Bouaké et à Bundiali. Maintenant, nous sommes à la 3e étape. C'est le regroupement de 500 jeunes en une seule fois sur un seul centre et provenant également des 14 districts de Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu le bilan. Ça se passe très bien. Et aujourd'hui, nous sommes à cette phase de pilote qui est en train de passer à l'échelle. Alors, on voit dans le reportage, il y a ce mix dont vous parlez, hein, des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Ils apprennent les us et coutumes des autres, des différentes régions. Qu'est-ce qu'on veut arriver à créer en faisant ça? Alors, vraiment, ça, c'est une question qui nous interpelle en réalité. Nous voulons recréer la Côte d'Ivoire. Le gouvernement veut recréer la Côte d'Ivoire des ethnies. Vous avez le sentiment qu'on ne se connaît plus, qu'on ne partage plus assez de choses d'une ethnie à une autre? Oui, on a ce sentiment. Véritablement, on a ce sentiment. Si nous avons connu une crise, de graves crises, c'est parce qu'on ne se connaît plus. Nous ne connaissons pas les valeurs réciproques de nos régions, de nos coutumes. Nos ethnies, on ne les respecte pas en vérité. La population ivoirienne est très jeune. Nous avons 77% de la population qui a moins de 35 ans. La grande majorité de cette jeunesse vit à Abidjan. Mais ces jeunes qui vivent à Abidjan sont très rarement à l'intérieur du pays. Voilà, on ne se connaît plus très bien. Donc il a fallu recréer cela. Réapprendre à se connaître, réapprendre à s'aimer, redécouvrir son pays. Qui peut faire le service civique? À qui s'adresse-t-il en particulier? Le service civique s'adresse à tous les jeunes de 18 à 35 ans. Mais il faut reconnaître qu'à l'intérieur du service civique, on a 3 outils. Il y a un premier outil qui permet d'adresser les questions de civisme et de citoyenneté. C'est le SNJ. Ensuite, il y a un autre dispositif, un autre outil du service civique pour connaître l'engagement citoyen des jeunes, promouvoir l'engagement citoyen des jeunes, c'est le volontariat. Là également, on le développe. On a un dernier outil qu'on appelle le service civique d'action pour le développement, qui vise à traiter les questions de vulnérabilité des jeunes. Les jeunes qui ont abandonné l'école, qui sont en échec scolaire, qui sont dans la drogue et dans l'alcool, qui sont dans la violence. Ceux-là également, on les prend au service civique pour pouvoir sortir de leur vulnérabilité, pour les transformer, pour changer leur comportement. Alors, comment, au sortir de cette formation, on va arriver à mesurer son véritable impact sur la vie en société en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce sera dans 10 ans, dans 15 ans, qu'on va être en mesure de voir si on a formé de vrais jeunes Ivoiriens qui connaissent la nation, ses valeurs, et qui ont envie de partager tout ça entre eux? On va mesurer des effets. 1 mois, 1 an après, on mesure des effets. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ce que nous constatons. Dans notre premier dispositif qui traite de la vulnérabilité des jeunes, 65% des jeunes qui étaient en situation de vulnérabilité sont aujourd'hui insérés en stage et en emploi. Et ça se passe très bien. 65%. Pour nous, c'est très intéressant comme résultat. Ceux qui ont fait le service national des jeunes, aujourd'hui à pilote, et ceux qui ont fait le volontariat, aujourd'hui, se comportent très bien une fois retournés dans leurs régions respectives, se mettent à la disposition de la communauté. Aujourd'hui, dans les villages, dans les villes, vous verrez des activités de volontariat qui se développent un peu partout. Mais c'est un effet. Avant, on n'avait pas cela. Ce sont des initiatives des jeunes, hein? C'est des initiatives des jeunes. D'accord. On a fini de les former pendant 1 mois. Ils ont fait des missions que le gouvernement a accompagnées pendant 3 mois, 6 mois. On s'est arrêté et aujourd'hui, les jeunes n'ont plus la relève.
Et aujourd'hui, eux-mêmes décident d'aller mener des missions de volontaires, des missions de bénévoles partout sur le territoire national, et c'est vérifiable. Maintenant, dans le temps, on verra bien. Nous avons espoir que cela se déroule dans le temps. Je rappelle qu'on change, pour changer un pays, c'est une question de génération. Bien sûr. Ce n'est pas immédiat, mais nous sommes confiants dans ce dispositif qui est en train de se mettre en place. Merci, Monsieur Mamadou Touré. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office du service civique national. Merci d'être venu sur ce plateau et de nous avoir ouvert les portes de ce centre. C'est moi. Merci pour cet éclairage. Je vous en prie. Et c'est la fin de ce numéro de NCI Reportage. Merci d'être resté en